Voilà, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième journée du Salon de la transition professionnelle. Je retrouve pour cette troisième table ronde cet après-midi Anaïs Blancard et Alain Knips. Bonjour, merci d'être avec moi. Merci à Bonjour. toi. On va parler du coup aujourd'hui, c'était un peu le focus de la journée, c'était vraiment cette idée de transition professionnelle, redonner du sens. Ce matin, on a parlé de redonner du sens, retrouver du sens en devenant indépendante. On avait trois indépendantes qui sont venues partager leur parcours. Cet après-midi, on a parlé des études. Donc voilà, retrouver du sens en reprenant les études. Et avec vous, on va aller chercher sur développer quelque chose de nouveau dans son emploi actuel. Et on le verra un petit peu allez, j'ai envie de dire deux sauces différentes parce que vous avez des parcours qui sont assez différents. Mais cette idée un peu voilà, de voir comment est-ce qu'on peut déjà faire évoluer ce qu'on a pour le transformer quand on est peut-être un peu en perte de sens ou qu'on a besoin d'un challenge nouveau, d'un peu de nouveauté. Et donc, on va découvrir ça dans vos parcours respectifs. Merci à toutes et à tous d'être en live avec nous. C'est toujours super chouette de voir qu'il y a plein de monde qui se connecte. Et donc, voilà, donc pour vous présenter, j'avais une première question pour vous qui était de partager en fait quel est le métier que vous exercez maintenant et quel est le métier par lequel vous avez commencé. Si vous avez envie de dire aussi peut-être dans les grandes lignes ce qui s'est passé entre les deux, c'est avec plaisir. Et Anaïs, je vais te proposer du coup voilà, de répondre à la question. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais et d'où tu es partie. Alors, je me lance dans le bain. Allez hop, je suis partie. Ce que je fais aujourd'hui, je suis chargée de communication au sein du CLIC. On expliquera peut-être plus tard ce que c'est. Avant, donc mon premier métier, c'était avocat. Et donc Ok. là, on a une grosse transition, un gros changement. Je suis passée du coup d'indépendante à salariée, juriste. Et puis, j'ai eu plein de petits réflexions et mouvements. Et je viens de commencer comme chargée de com au 1er septembre, donc il y a un mois et demi. Ok, génial. Bon, bah, hâte de zoomer un petit peu du coup dans tout ce parcours un peu. C'est chouette depuis ce matin. On voit qu'il y a vraiment allez, des grands écarts et voilà, c'est plein de métiers qui sont complètement différents. Je pense qu'on n'aura pas eu une seule fois le même métier, donc c'est assez chouette. Et Alain, toi de ton côté, est-ce que tu peux nous partager ce que tu fais maintenant et d'où tu es parti? Alors, pour moi aussi, grosse transition et un peu spéciale puisque je viens de terminer un boulot vendredi et le 1er novembre, je débuterai en tant que CEO. Donc là, ça va vraiment devenir quelque chose de tout à fait nouveau pour moi aussi. Donc, directeur général de la BRF, qui est la radio-télé de langue allemande en Belgique. Et j'ai commencé, ça c'est quand même plus proche peut-être, en tant que journaliste pendant 10 ans. Puis je suis passé par les étapes, donc je suis passé dans le monde corporate en tant que porte-parole et puis en tant que directeur de la communication. Et là, je retourne aux premiers amours, donc dans les médias, mais dans une fonction tout à fait différente pour moi, donc en tant que directeur général à partir du 1er novembre. Donc une grosse transition aussi. Super, merci beaucoup. C'est chouette parce que du coup, bah, je connais un petit peu vos parcours sans forcément connaître tous les détails et ça va vraiment être sympa de pouvoir zoomer en fait et de voir voilà, comment les transitions professionnelles se créent et parfois, j'aime bien comment tu dis ça, Alain, de revenir à nos premiers amours après une boucle est bouclée et en même temps de se rendre compte que peut-être que de s'autoriser à changer par moment, ça peut permettre de donner un tout nouveau, de l'air frais en fait et d'atteindre des postes peut-être qui auraient été difficiles à imaginer avant. Donc, ça va être chouette aussi de pouvoir zoomer là-dedans. Anaïs, je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus sur le clic, comme ça on peut voir dans quel secteur tu es par rapport au fait d'avoir été avocate avant. D'accord. En fait, le CLIC, c'est une plateforme de créativité et d'innovation qui agit au sein du cœur du Hainaut. Et donc, on a une proposition de différents services qu'on met pour des porteurs de projets, donc entrepreneurs et futurs entrepreneurs, qui est, quand ils arrivent avec un projet, on est là pour analyser la faisabilité, la désirabilité et la viabilité du projet et de leur proposer un prototype, donc de les accompagner dans le prototypage, soit d'un produit ou d'un service. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici au CLIC. Super, merci. Et du coup, est-ce que tu peux, donc, avocate,
le clic. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et aussi, voilà, à chaque fois qu'il y a eu un changement, peut-être, voilà, est-ce que c'était ce que tu faisais à l'heure actuelle qui te plaisait plus? Est-ce que c'était plutôt peut-être un cheminement personnel? Enfin, voilà, qu'est-ce qui a fait en fait qu'il y a eu ces différents changements dans ta carrière? Bon, alors, tout d'abord, dans mon métier d'avocat, je me suis spécialisée en propriété intellectuelle. Donc, tout ce qui concerne les droits d'auteur, les marques, les brevets. Pas si éloigné finalement d'une question d'innovation où je suis aujourd'hui. J'ai adoré mon métier d'avocat, je me suis bien amusée. Seulement, au bout de 7 ans, je me suis quand même rendu compte que je n'étais pas tout à fait rentable. C'est quelque chose dont on parle pas très souvent, parce qu'on a un peu la vision de l'avocat, c'est un métier un peu prestige comme le médecin. Et en l'occurrence, si on n'a pas un peu de gestion derrière soi, qu'on n'a pas une connaissance une vision entrepreneuriale, on ne réussit pas forcément. Et donc, à un moment, j'ai fait le constat de me dire, là, financièrement, ça devient limite. Heureusement que j'ai un compagnon et qu'il m'aide à manger le soir, mais sinon, voilà, ça ne le faisait pas. Et j'approchais des 30 ans et j'avais aussi envie d'avoir une sorte d'autonomie financière et puis une estime de moi. Donc là, ça a déjà permis le premier pivot en disant, OK, j'arrête là les frais. Je suis épuisée en fait à un moment et je stoppe. Donc je suis revenue dans le salariat comme juriste dans une haute école. Là vraiment, je suis passée de tout à presque rien parce que je suis rentrée dans un système d'administration que je connaissais pas, quelque chose d'un peu lourd. Je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Ensuite, j'ai été associée à mon frère dans sa boîte de construction parce que je me suis dit, il faut que je m'échappe. En fait, ça a été un peu la fuite. Et lui avait besoin d'aide. Et donc, je crois qu'on a essayé de s'aider mutuellement. Travailler en famille, c'est quand même un peu parfois risqué. Et donc, on s'est dit très vite, préservons l'essentiel. Mhm. Voilà, c'est notre relation qui est la plus importante. Et en parallèle, un poste à Lumon, ça s'est ouvert en propriété intellectuelle. Et donc, j'ai postulé là. J'ai été prise. Il faut savoir que c'était un poste que j'avais refusé 1 an avant quand je suis partie travailler avec mon frère. Donc, c'était un peu une drôle de synchronicité que ça se réouvre à nouveau. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée à Lumons. Et puis, j'ai travaillé 2 ans et demi donc dans ce service de valorisation de la recherche en propriété intellectuelle. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas ma place, que je ne me sentais pas à mon aise, que j'avais l'impression de devenir un peu aigrie à certains moments. Et là, il y a plein de petites choses qui sont arrivées vers moi, donc dont le sommet Inspire-moi un métier, voilà, que tu connais bien. Et là, plein de questionnements, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'intervenants qui ont proposé des questions en disant revenez aussi aux questions qui sont les plus basiques, de quelle vie vous avez envie, à quoi vous avez envie que votre vie ressemble, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez toujours aimé faire. Donc ça, c'est vraiment des petits questionnements qui se sont mis en place aussi chez moi à ce moment-là. Puis, j'ai été sélectionnée pour participer à un programme FEDER qui était pilote média. Et donc là, ça me permettait du coup d'avoir un pied dans les questions de communication et j'ai adoré ça. Et en parallèle, j'ai suivi une formation qui était offerte par le boulot en process communication modèle. Je ne sais pas du tout si tu connais. Qui est en fait l'idée de trouver les points d'accroche pour communiquer avec tout le monde parce qu'en réalité, on a tous les mêmes modes. On a 6 modes de communication ou de vocabulaire commun, sauf qu'ils ne sont pas développés de la même façon chez tout le monde. Et donc, en fonction de qui on est, on doit aller rechercher à différents endroits pour arriver à communiquer. Et de cette manière-là, on voyait aussi, en fonction de la personnalité qu'on a, vers quoi finalement on peut s'orienter et aller.
Et il y avait beaucoup de points communs avec la communication. Et 2 semaines après cette session, il y a un poste de chargé de com qui s'est ouvert au Click et j'ai postulé. Je n'étais pas sûre de l'avoir et après, ils m'ont fait confiance. Et là, je me dis que c'est aussi le bon moyen de me former dans un nouveau métier tout en... Enfin, voilà, c'est une chance, quoi. Super, j'adore. Il y a plein d'évolutions. Et on se disait tout à l'heure aussi comment avant on partait pour une carrière un peu genre la tête baissée, puis on bossait, puis tout d'un coup on se dit oh, je suis vieux ou vieille et il est temps d'arrêter. Puis voilà. Et maintenant, en fait, on se rend compte que déjà en 10 ans, on peut avoir fait tellement de choses, avoir exploré tellement de choses qu'on n'est vraiment plus dans les mêmes genres de carrière qu'avant. Alain, c'est un bon exemple aussi pour toi. Est-ce que tu peux zoomer du coup sur cette boucle qui est joliment bouclée en fait avec le poste que tu récupères au début novembre. De nous expliquer un petit peu ces différentes transitions professionnelles que tu as faites, peut-être pourquoi et qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir aussi, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un cheminement. Ce n'était pas un plan au début, bien évidemment, quand on se lance après ses études dans la carrière professionnelle. J'ai eu la grande chance de pouvoir débuter en tant que journaliste. J'ai travaillé pendant quelques ans à Eupen, puis surtout pendant 6 ans à Bruxelles. J'étais correspondant pour tout ce qui était, je veux dire, la grosse info. Donc, je couvrais l'actualité politique belge, l'économie, l'Union européenne et l'OTAN. Okay. J'ai un petit peu fait le compte sur les 6 ans de couverture à Bruxelles. J'ai fait plus ou moins 60 sommets européens parce que c'était l'époque de la crise de l'euro, la crise de la Grèce et d'autres. Donc, c'était parfois sommet européen toutes les semaines à Bruxelles à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après 10 ans de journalisme, j'avais l'impression un petit peu d'avoir fait le tour, sans vraiment le ressentir. Mais mon épouse m'a très vite dit, mais je sens que c'est plus la même chose qu'avant, que tu n'éprouves plus le même plaisir de te rendre au travail, etc., sans vraiment qu'on le remarque. Je veux dire que l'auditeur ou le téléspectateur ne l'aura peut-être pas remarqué, mais voilà, il n'y avait plus cette vibrance à 200%. Mon épouse étant aussi coach, donc elle s'y connaît un petit peu, elle m'a gentiment filé la carte de visite d'une de ses collègues. Elle m'a dit, va voir une coach en transition de carrière parce que voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu te remettes tes idées en place. Et là, on a fait vraiment un beau travail un petit peu en amont à ce moment-là, lors de plusieurs sessions avec une grande feuille blanche où j'ai renoté toutes mes valeurs, tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et voilà, on a essayé d'un petit peu réorienter ça. Et à cette époque-là, donc ça date d'il y a 5 ans maintenant, j'avais écrit sur un petit coin de feuille, ben, ça m'intéresserait un jour d'être CEO d'une entreprise. Qui sont plus, voilà, on n'y a pas porté trop d'intention parce que la transition aurait été un peu trop brutale de passer de journaliste à chef d'entreprise. Puis, j'avais une autre passion qui était l'aviation et j'ai été contacté par le contrôle aérien belge, donc par Belgocontrol qui maintenant s'appelle Skies, parce qu'une place de porte-parole était très libre à l'époque. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Et puis, les 2 ans et demi maintenant, j'ai changé de secteur puisque j'ai travaillé pour Allianz, le grand assureur. J'ai dirigé la communication au niveau Benelux pour la filiale Euler Hermès de l'assurance crédit d'Allianz. Et puis, les choses se sont un petit peu mises. Voilà, j'ai été approché. Est-ce que ce serait pas quelque chose pour toi de reprendre la direction de la BRF? C'est vrai que je me suis dit non, le challenge va être vraiment trop grand parce que aujourd'hui, jusqu'à vendredi, j'ai dirigé une équipe. C'est vrai que je faisais partie des cadres, du management, mais être le dernier maillon de la ligne maintenant ou celui qui prend les décisions finales, c'est encore une petite différence aussi. Donc, j'ai hésité, puis voilà, on a fait des assessments, j'y ai réfléchi beaucoup et ce qui me donne vraiment confiance, c'est que je connais l'entreprise, je connais le milieu dans lequel elle évolue, je connais aussi les défis auxquels sont confrontées l'entreprise. Donc tout ça, ça me donne une certaine assurance. Et puis surtout, j'ai travaillé moi-même dans les opérations pendant 10 ans dans cette entreprise.
Et c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment envie et je me lance le 1er novembre. Et bon, on fera le bilan quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, mais voilà, ça, et c'est ça qui explique en fait, bon, sur ces 15 dernières années, il y a, c'est vrai, une certaine évolution qui n'aurait pas été possible du jour au lendemain, mais qui au fil des années, voilà, ça c'est un parcours qui s'est construit sans master plan, donc c'est sans savoir au début ce qu'on allait faire à la fin. Et bon, je pense que ça ne sera pas encore la fin, on verra ce qui arrivera après. Mais voilà, c'est surtout ça. Je pense qu'il faut saisir les opportunités et il y a toujours moyen de se reconvertir. Et ce qui est, pour moi, ce qui est très, très important, et je pense que Anaïs partage ça aussi lorsque j'entends tes propos, c'est que enfin, pour moi, j'ai besoin, je recherche toujours un certain sens dans les choses que je fais et il faut s'épanouir du lundi au vendredi ou même du lundi au dimanche dans ce qu'on fait et ça doit être présent à tout moment, je pense, dans ce qu'on fait. Ouais, je pense qu'en effet, c'est une des choses qui revient et on reviendra sur la question du sens, sur comment est-ce qu'on… Tu parlais tout à l'heure de… on parlait de flamme et on parlait de brillance aussi, en fait, voilà, quelque chose qui nous allume et qui fait qu'on est content de se lever le matin, on est content d'aller travailler. Je trouve que c'est assez intéressant, du coup, de quitter une entreprise pour finalement revenir. Et dans ce que tu disais aussi, ça fait écho à quelque chose que j'entendais cette semaine, qui est qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en 1 an et sous-estimer ce qu'on peut faire en 5 ans. Et je trouve que c'était un bon exemple dans ce que tu viens de partager parce que voilà, en fait, en 5 ans, enfin, voilà, si on prend, même si ce n'est pas exactement le timing, mais tu peux vraiment revenir dans une entreprise avec un poste qui n'a rien à voir avec le poste que tu avais quand tu l'as quitté, auquel tu aurais probablement, du coup, comme tu disais, voilà, pas pensé et qui paraissait beaucoup, beaucoup trop loin, quoi. Et donc, le Ouais. fait de s'autoriser à aller collecter, en fait, d'autres expériences dans ce master plan que tu n'avais pas forcément, mais en fait, il se met en place tout seul, quoi. Et peut-être en ajoutant encore toutes les transitions que j'ai faites se sont toujours produites en bons termes. Et ça, je pense que ça aide aussi parce que ça m'a permis de garder ou d'étendre mon réseau professionnel au fil des années. Et je suis même en contact avec des personnes dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé encore aujourd'hui. Donc ça aussi, je pense que c'est toujours bien oui, de bien boucler la boucle ou de bien terminer les choses en beauté, entre guillemets, donc de partir en bon terme chaque fois quand il s'agit de faire une transition. Parce que ben, ça peut être positif un jour ou l'autre, où on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, ou s'il faut retourner, etc. Donc, ça aussi, je pense que, en tout cas pour moi, ça a toujours été très, très positif. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est ce que tu disais Anaïs aussi. En fait, toi, où tu as dit non à une entreprise et puis finalement, tu as dit oui après, on se demandait un peu, Alain, comment c'était de revenir dans une entreprise quand on l'a quittée. Mais en fait, on peut très bien, et ça, c'est une invitation que j'ai vraiment aussi, dont on parlait juste avant, c'est on peut quitter une entreprise en bon terme et on peut quitter une entreprise avant que ça aille pas bien, en fait, vraiment. Et parce qu'on ne sait jamais ce qui va se mettre sur notre chemin après, et que revenir dans une entreprise qu'on a quittée en bon terme, c'est quand même nettement plus facile. Et ça nous laisse la possibilité d'avoir justement toute la valeur de l'expérience qu'on a eue avant, quoi. Parce que tu reviens du coup dans une entreprise que tu connais, même si elle a évolué, avec peut-être des gens qui sont encore là, de connaître les process et tout. C'est vraiment des choses qui sont importantes pour faire une transition dans des bonnes conditions, quoi. Donc, Anaïs, du coup, toi, comment ça s'est passé, le fait d'avoir dit non et le fait d'avoir dit oui, ils étaient OK avec ça, voilà, si c'est eux qui sont revenus, j'imagine. J'ai eu un entretien d'embauche, enfin le second entretien, quand j'ai repostulé, qui a été un peu compliqué, enfin façon de parler, parce qu'on m'a interrogée sur ma loyauté potentielle. Et je crois que, enfin, je pense que c'est une valeur qui est très importante chez moi et donc c'était pas compliqué pour moi de répondre à cette question en disant que j'avais privilégié la famille et que ça on pouvait pas me le reprocher d'avoir finalement tenté quelque chose et que s'ils avaient toujours besoin de quelqu'un et c'était le cas puisqu'ils ouvraient un poste, voilà, enfin soit c'était à eux de faire le choix à un moment donné. Moi je revenais et c'était à eux de faire le choix. Maintenant, je crois que
le fait d'avoir pris le temps de me recruter la seconde fois, et puis qu'il y ait 2 ans et demi qui se soient écoulés et où je me dis au final que c'était pas dans ce service-là que je devais évoluer, ça doit quand même, pour le chef d'équipe, ça doit quand même être déroutant. Mais c'est bien de penser à l'autre, c'est bien de se dire c'est déroutant pour le chef d'équipe, mais c'est pas lui qui vit notre vie, c'est pas lui qui vit notre inconfort. Et voilà, moi je ne me voyais plus rester encore, enfin je me voyais pas continuer. Et si j'avais continué là, je pense que je serais pas en bon état psychologique aujourd'hui. Et donc bah voilà, c'est tout. Oui. Il faut pas chercher plus loin, je crois. Ouais, ouais. J'avais envie de rebondir sur une question que je vois déjà apparaître pour avoir votre avis. Katia nous demande, peut-on faire ce genre de transition si on n'a pas de diplôme? Qu'est-ce que vous en pensez, Alain, peut-être? Est-ce que tu aurais l'impression que le fait que tu avais un diplôme, est-ce que tu penses que ça change quelque chose? Est-ce que ça se vivrait différemment? Euh, Tout à fait honnête, mon parcours, oui, sans diplôme, il aurait été très, très compliqué. Ça, je vais pas me voiler la face. C'est vrai qu'aujourd'hui, parce que ça, je l'ai encore remarqué maintenant, bon, c'est vrai qu'on le demande quelque part dans le dossier, mais je pense pas quand on a 15 ans d'expérience professionnelle, ben, ça devient de moins en moins important. Mais c'était quand même, je vais dire quelque part, la clé pour entrer dans le monde professionnel. Alors, il y a toujours des parcours, je ne vais pas dire miracle, où tout fonctionne sans diplôme, mais il existe ce genre voilà, ce genre de personnes, les self-made men ou women, certainement. Et heureusement que ce genre voilà, de carrière existe. Mais dans le monde actuel, si je regarde un petit peu les entreprises, etc., donc là, franchement, difficile sans diplôme du tout, difficile de faire ce genre de carrière. Oui. Bah, après, je ne sais pas le sens de la question. Est-ce que c'est zéro diplôme du tout ou est-ce que c'est pas le diplôme adéquat? Parce que, bon, moi, j'ai un master en droit, j'ai pas un master en communication. J'ai pas du tout le diplôme pour exercer la fonction que j'exerce aujourd'hui. Euh, et donc, ben, je pense qu'il y a quand même des solutions, quoi. Ici, j'ai eu cette possibilité de faire cette transition parce que ça reste finalement le même employeur et qu'on décide de me faire confiance. Je retombe sur un contrat à durée déterminée, donc j'accepte un contrat plus précaire, mais en me disant que ça va être une formation, entre guillemets, toute cette période-ci. Et je sais qu'il y a des organismes qui permettent de me former et d'obtenir aussi des certifications qui pourraient être rendues acceptables par d'autres entreprises si un jour je devais changer. Donc, je crois qu'il faut bien se renseigner parce que moi, j'ai Ouais. envie de croire que tout est possible. Donc, voilà. Oui, mais là, je te rejoins sur ce point-là parce que c'est un petit peu ce que je disais. Le diplôme est quelque part oui, la carte d'entrée ou la clé qui permet d'atteindre d'autres débouchés ou d'autres transitions après. Même si, voilà, parce que moi, justement, j'ai un master en communication. Mais bon, quelle qualification faut-il avoir pour être directeur d'une entreprise après? Voilà, est-ce qu'il y a un diplôme spécifique, oui ou non? Donc, ça permet, la formation en général, voilà, permet aussi d'autres débouchés parce qu'on se développe aussi soi-même, personnellement. Donc, moi, enfin, le point que je voulais faire, c'était plutôt complètement sans diplôme. Là, c'est ça que je dis difficile. Mais bon, ça existe aussi, heureusement, ce genre de carrière. Hein. Il y a aussi des indépendants qui sont devenus de brillants entrepreneurs sans aucun diplôme. Et heureusement que ça existe. Mais je te rejoins sur ce point en disant oui, est-ce que bon, il ne faut pas spécifiquement avoir un diplôme spécifique pour devenir quelque chose de. Voilà. Oui, je pense qu'en effet, Anaïs, il y a deux questions. Il y a est-ce qu'on n'a pas du tout de diplôme ou est-ce qu'on n'a pas le bon diplôme exactement comme tu l'as dit. Et puis, en fait, de voir aussi dans quel domaine on est. Il y a des domaines où il y a un accès à la profession qui est très réglementé. On ne peut pas être voilà, journaliste sans avoir fait des études de journaliste. On ne peut peut-être pas être avocat sans avoir passé le barreau. Ou voilà, je ne sais pas exactement si ça se dit pareil en Belgique. Ouais, Mais voilà, ouais. il y a certains domaines qui ne sont pas accessibles. Mais il y en a plein
qui sont accessibles par des chemins de traverse. Et il y a aussi de plus en plus, et on le verra aussi cette semaine, comment valoriser en fait notre expérience. Et donc là, par exemple, même si Anaïs, tu n'as pas de diplôme universitaire de communication, potentiellement, après avoir bossé 3 ans en communication, il y a des possibilités de faire des validations de compétences et donc de récupérer quelque chose qui peut servir, comme tu disais tout à l'heure, de diplôme et être valorisé si jamais on quitte l'entreprise dans laquelle on s'est formé. Donc, il y a vraiment plein de choses en fait, auxquelles on ne pense pas nécessairement parce que ça sort un peu du chemin commun, quoi, où on fait des études, on travaille dans le domaine dans lequel on a fait des études et dans le département qui est en lien avec les études, alors que là, on voit bien avec vos parcours que voilà, il y a un point de départ et on vient rajouter des compétences sur ces études de base, voire on change complètement et on peut quand même trouver un métier malgré le fait que ce ne soit pas complètement en lien avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a fait initialement. Si je reviens justement sur cette transition, quelles ont été peut-être les peurs ou les challenges que vous avez eu à surmonter? Alors, peut-être pas dans tous les cas, du coup, parce que vous avez tous les deux pas mal changé, mais est-ce que vous aviez des appréhensions, des croyances sur la reconversion professionnelle que vous avez dû dépasser pour pouvoir en arriver là où vous en êtes finalement aujourd'hui? Alors Anaïs, je rebondis parce que je vois dans le commentaire de la question de Katia, et ça faisait partie de mes peurs, la question financière, parce que forcément, je craignais un peu tout ça avec mon expérience en tant qu'avocat. Donc ça a toujours été une question et une peur qui freinait parfois la réflexion, quoi, de se dire, OK, mais je peux prendre un créditant ou des choses comme ça, je vais retomber à peut-être 500 ou 600 euros par mois, je vais pas savoir assumer ce que je dois assumer, etc. Puis bon, j'ai une petite fille maintenant, donc je me disais aussi, voilà, j'avais envie de cette reconversion pour aussi prouver, même si elle a que 2 ans et que bientôt 2 ans et qu'elle se rend pas compte, mais j'ai envie quelque part de lui prouver qu'on doit s'épanouir dans la vie et que si moi je ne le fais pas à titre d'exemple, alors qu'est-ce que je lui apprends, enfin, entre guillemets. Mais à la fois de me dire mais il faut qu'elle soit sécurisée et pas uniquement par son papa. Je ne peux pas compter que sur son papa. Et donc, c'était un gros frein, quoi. C'est une question cette question financière, c'était vraiment un gros frein. Donc, l'opportunité finalement de postuler dans des jobs qui s'ouvrent dans la boîte, bah voilà, c'était le tiercé gagnant, quoi. Oui, il y avait le côté sécurité aussi, du coup, qui était. Voilà, et là, c'est marrant. On garde cette sécurité, en fait, toi, dans le changement de poste à l'intérieur, et puis Alain qui revient dans une boucle après, où on peut changer sans tout changer aussi. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important dans la conférence de vraiment là maintenant, c'est que parfois, on n'est pas obligé de, comme on dit, là, tu parlais d'enfant, mais de jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut changer l'eau, on peut remettre un peu d'eau chaude ou mettre un peu d'eau froide et regarder les choses sous des angles différents. Et je pense que ça, c'est en effet hyper important pour garder cette sécurité qui est importante dans la transition professionnelle. Si on est insécurisé, ça devient plus compliqué, quoi. Alain, toi, de ton côté, des challenges, des appréhensions particulières et comment tu as fait pour les dépasser? Oui, alors moi c'était plutôt parce que je comprends bien le défi financier, etc. Donc la peur de oui, si c'est pas le bon choix que j'ai fait, etc. Mais moi, au-delà de ça, il y avait aussi le défi contenu, entre guillemets. Parce que quand j'ai fait le switch, donc le passage entre le journalisme et que je suis passé dans le monde corporate, donc dans le monde de l'entreprise en devenant porte-parole, c'était aussi justement passer la frontière littéralement et travailler de l'autre côté. On n'est plus celui qui pose les questions, mais celui qui y répond. C'est une approche tout à fait différente, hein, puisque c'est aussi un petit peu la guéguerre, entre guillemets, en tout cas au niveau contenu, entre un journaliste et un porte-parole, hein, puisque le journaliste essaye justement d'avoir la réponse qui fait mal, et le communicant de l'entreprise est là voilà, pour sauvegarder la réputation de l'entreprise dans toutes circonstances, parce que j'ai même été amené à communiquer beaucoup en temps de crise en plus.
pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Donc, c'était cette peur au niveau contenu. Est-ce que voilà, je vais pouvoir résister ou pouvoir faire face à ce défi d'être justement devant la caméra, mais en étant celui qui, cette fois-ci, répond aux questions. Donc, un défi que je trouvais à l'époque vachement plus compliqué que juste de poser les questions face caméra. Donc, je trouve que pour moi, ça a été surtout ce défi, ce défi lié au contenu, donc des nouvelles compétences à acquérir. Mais bon, il y a beaucoup de formations qui aident là aussi. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance aussi avec mon employeur qui m'a beaucoup soutenu. Et voilà, donc il y a des solutions pour tout. Mhm. Et c'est chouette parce que du coup, ça ouvre un angle auquel je n'avais pas forcément pensé. Quand on pense à se reconvertir, il y a tous les interlocuteurs en fait qu'on a eus. Voilà, tu disais journaliste, porte-parole. On peut se dire, oui, mais j'ai eu une expérience de journaliste. Oui, mais en fait, avec quelle personne on a travaillé en face et où du coup, en fait, même si on n'a pas l'expérience de la personne en face, on a eu l'expérience de la relation. Et donc, on a quelque chose à valoriser dans le fait de pouvoir aller apprendre l'autre casquette, en fait. Oui. Et ça peut être intéressant pour les personnes en reconversion qui ont déjà eu des expériences de dire, bah, tiens, avec quel type de métier, en fait, j'ai été en contact peut-être, et de se dire, bah, tiens, en fait, quels sont les métiers auxquels je pourrais accéder peut-être plus facilement que quelque chose qui est complètement en dehors de ma sphère. Après, si c'est complètement en dehors de la sphère, c'est absolument OK. Mais voilà, parfois, je sais qu'il y a on a eu la question tout à l'heure de dire, oui, mais si on n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, voilà, ça, je dépose ça là, de se dire, bah, dans les métiers qu'on a eu précédemment, avec qui on était en contact, et voir si on ne peut pas prendre la casquette des personnes avec lesquelles on était en contact, comme tu l'as fait, du coup, Alain, quoi. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi dans le métier que tu as exercé, il y a quelque chose qui, initialement, donc moi, tout aussi bien dans ma carrière d'avocat que dans la transition que je fais maintenant, je me suis demandé, et c'est un peu grâce au sommet, qu'est-ce qu'il y avait dans ces métiers-là que j'aimais vraiment? Quel était le point d'accroche dans tous ces métiers et pourquoi notamment la prise de parole, il y avait aussi l'écriture. Et donc, l'écriture, c'était vraiment un point important. Et donc, je me suis dit, ah ouais, OK, dans quel métier est-ce que je peux écrire encore? Et puis, finalement, la communication est arrivée. Voilà, c'est aussi une manière de faire. Dans les questions, qu'est-ce que je fais naturellement, qui est assez facile pour moi et que je peux valoriser en soft skills. C'est pas forcément une compétence diplômante, quoi. Ouais, c'est top parce que du coup, je voulais exactement rebondir sur ça. Ça me faisait penser à, voilà, moi, je m'étais fait la réflexion en fait quand je bossais chez GSK et puis après dans l'entrepreneuriat sur le fait que je faisais mon métier d'une manière complètement différente que la personne qui avait le job avant en fait. Et j'ai vraiment pu réaliser que même si j'étais pas dans un job où à la base on se dit j'étais en global quality chez GSK, le fait d'aider et de faciliter, oui, on pouvait trouver des liens, mais c'était peut-être pas forcément les choses qui allaient sauter aux yeux. Et en fait, faciliter la vie de mes interlocuteurs, aider, c'est vraiment quelque chose que je faisais et c'est quelque chose que je continue à faire dans tous les métiers que j'ai, indépendamment du métier. Donc ça, c'est aussi en effet. Et pour rebondir là-dessus aussi, parce que ce que moi j'ai remarqué aussi, c'est par exemple pendant les 10 ans pendant lesquels j'ai fait du journalisme, 90% du temps, ou pendant 9 ans de ces 10 ans, pour moi c'était inimaginable de faire un autre métier dans ma vie, de toute ma vie. Et parfois il y a des éléments, mais justement comme mon épouse qui me glisse la carte du coach, etc. Et c'est là, ça fait un déclic, quelqu'un qui va un peu ouvrir aussi l'esprit ou va vous tourner vers d'autres idées. Et puis, oui, vous vous rendez compte que, ah oui, ben, il y a encore autre chose. Après le journalisme, il y a d'autres métiers. Et puis, ouais, on peut faire autre chose dans sa vie. Qui, pour moi, pendant vraiment la plupart du temps dans lequel j'ai exercé mon premier métier, c'était inimaginable pour moi qu'un jour dans ma vie, je ferais autre chose que ça. Et voilà, aujourd'hui, j'ai changé déjà 2 ou 3 fois d'orientation complètement. Mais ça peut aider aussi. Est-ce que tu vois des points communs, du coup, j'ai envie de dire, dans qui tu es et comment tu exerces, comment tu as exercé et comment tu exerces tes différents métiers? Alors, il y a le fil rouge, bien évidemment, est resté depuis les études, la communication, ça c'est clair et net.
Ce qui est venu s'ajouter, bon, pendant que j'étais surtout à la fin de ma carrière journalistique, j'ai eu de la chance aussi de côtoyer, voilà, j'ai fait des interviews avec du monde très connu, avec des politiciens voilà, qui étaient très connus. Donc, Donc, on c'est avait le un certain réseau relationnel. aussi. C'est le relationnel, c'est quoi? C'est l'humain derrière ou c'est Oui, je pense que l'info ou c'est, enfin, tu vois, genre, est-ce que tu arrives à zoomer un petit peu il y a dans ce qui te ça, plaît mais il y avait vraiment dans la surtout com? chez moi aussi une certaine admiration justement aussi pour le monde de l'entreprise. Et voilà, c'est comme ça que s'est fait le premier passage et qu'on représentait à ce moment-là une entreprise. Puis au fil du temps, là, ben, donc j'ai eu plus de responsabilités managériales aussi d'année en année. Voilà, maintenant aujourd'hui, je dirigeais une équipe pour l'ensemble du Benelux. Enfin, je dirigeais aussi l'office du CEO, donc le bureau en fait du CEO. Donc voilà, on grandit aussi de fil en aiguille et d'année en année grâce à de nouvelles responsabilités. On acquiert des nouvelles compétences. Donc il y a ce côté-là aussi. Ok, super. Et Anaïs, toi, est-ce que tu peux retrouver des choses que tu aimais bien dans le boulot d'avocat puis de juriste et dans ce que tu fais maintenant? Peut-être, voilà, tu en parlais, des traits de ta personnalité que tu peux exprimer. Donc, il y a l'écriture, le relationnel, qui était un point très important pour moi et qui me nourrissait dans ma carrière d'avocat, que j'ai perdu dans le secteur, enfin, quand j'étais juriste, puisque ce n'est pas moi qui était l'interlocuteur principal de la négociation des contrats. Le fait que je ne le concevais pas comme ça, que pour moi, un juriste, c'est quelqu'un qui est vraiment en relation, et donc ce volet en relation me manquait. Euh, la prise de parole, enfin ouais, il y a plein de petits éléments qui peuvent sembler insignifiants, mais où je me suis rendu compte que c'était des choses qui me nourrissaient vraiment et que sans ça, en fait, je me sentais pas épanouie dans mon job. Mhm. Ok. Mm. Et du coup, juste Alain, pour revenir sur la transition, euh, c'était, c'était finalement juste que tu t'étais un petit peu, que tu avais fait la même chose pendant trop longtemps et que du coup, tu avais besoin de nouveautés, en fait. C'était plus ça que quelque chose qui te plaisait vraiment plus. Oui, il y a plus, oui, c'est clairement plus ça, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes n'éprouvent pas ce besoin ou elles ne ressentent pas ce que moi j'ai ressenti au bout de certaines longues années, voilà, de se dire j'ai bouclé la boucle et pour moi j'ai besoin de nouveaux défis. D'autres personnes peuvent faire le même métier pendant 35 ans et plus et être tout à fait épanoui là-dedans. Donc là, je pense que ça dépend un petit peu aussi des types de personnalités. Ça ne veut absolument pas dire que tous les 2 ans, je dois faire autre chose, sinon je ne m'épanouis pas. Ça, voilà, les changements qui sont venus par après, surtout ces dernières années, c'est parce que j'ai eu d'énormes chances et d'opportunités dans les entreprises pour lesquelles je travaillais. Enfin, j'avais surtout aussi des mentors qui me poussaient et qui m'ont soutenu. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance aussi dans mon parcours, ça il faut l'avouer aussi. Donc ça, ouais. C'est top parce que ça fait ça. J'avais une autre question en tête, mais du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, sur la question du mentorat ou du soutien. Alors, tu parlais de ta femme. Voilà. Comment est-ce que, enfin, voilà, comment est-ce que tu penses que ça t'a aidé en fait d'être accompagné dans ces transitions, dans ces différentes transitions professionnelles? C'est d'abord confrontant, ça il faut le dire, parce que quand mon épouse s'en est un petit peu mêlée tout à fait au début, parce qu'elle voyait que je me sentais plus très très bien dans ma peau, ben, on n'a pas trop envie d'en parler, et puis on se dit ben, pourquoi est-ce qu'on est en train de remettre en question tout ce qui fonctionnait bien avant, donc voilà, pourquoi est-ce qu'on irait maintenant aller remettre en question les fondements, donc c'est un peu confrontant au départ, et puis après c'est un soutien énorme parce que ça permet justement pour moi, ça a été vraiment une ouverture d'horizon. Et même maintenant, pour la petite histoire sur mon changement aujourd'hui, en fait, il y a 1 an, donc le big boss de l'entreprise, lui, vraiment, dans un entretien, m'a confronté aussi en me disant, tiens, écoute, avec le job que tu fais, si tu veux gravir encore les échelons dans ta vie, eh ben, tu as choisi le mauvais job parce que tu resteras toujours à l'échelon juste en dessous.
Et je suis sorti, pas en pleurant cette conversation, mais vraiment très mal à l'aise pendant quasi une semaine. Je me dis, mais pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? C'est quoi le message? Et ouais, vraiment, pour qui il se prend? Parce que je l'ai vraiment très mal pris à ce moment-là. Et puis, en y réfléchissant un petit peu plus et de manière plus approfondie, ben, il n'avait pas tout à fait tort. Si vraiment, dans le monde de l'entreprise, ben, on veut accéder aux postes les plus hauts, etc., ben, il y avait une certaine... il fallait que je me remette en question et que je fasse autre chose dans ma vie. Donc, c'est un peu lui qui a été je vais dire, le déclencheur de tout le processus, même si aujourd'hui, c'est lui un petit peu comment dire, le dindon de la farce, puisque je m'en vais de son entreprise. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Donc, c'était un peu l'effet boomerang avec un an de différence entre la première discussion sur le sujet et vraiment ma décision maintenant. Mais c'est pour ça que je dis, ce genre de discussions sont très importantes, mais elles peuvent parfois aussi être très confrontantes. Voilà. Ouais. Et c'est important en fait parce que du coup, on entend dans vos deux histoires la confiance en fait. Là, la confiance en fait de l'entreprise dans laquelle tu travaillais, dans laquelle tu reviens et dont tu prends le poste de CEO. Et Anaïs, pour toi, la confiance en fait de l'entreprise dans laquelle tu travailles, de t'autoriser en fait à changer complètement de département. Et donc, c'est quelque chose qui pour moi, enfin, j'ai envie de dire, quand on est dans un environnement qu'on connaît déjà, c'est plus simple, en fait, peut-être, sachant que les gens ont déjà confiance en nous parce qu'ils nous connaissent un petit peu, de pouvoir se permettre de faire un changement un peu en grand écart, parce que voilà, on sait que l'environnement est aussi bienveillant et qu'on a le soutien de nos collègues, quoi. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Anaïs, par rapport à comment ça s'est passé pour toi. Oui, bah donc clairement, ça peut simplifier certains processus. Après, la difficulté peut-être, c'est que tu connais aussi les dérives de ton entreprise et que, enfin, les dérives, façon de parler, hein, c'est un grand mot, mais je veux dire, ou les petits défauts, les petites choses qui te font tiquer. Donc, tu sais aussi que tu quittes pas quand tu changes comme ça de poste. Tu sais que tu ne vas pas quitter forcément toutes les petites choses qui t'ennuient ou tous les inconforts et il faut faire avec et peut-être réajuster toi ta manière de voir et d'entrevoir les choses. Mhm. C'est magnifique, tu me fais encore une belle transition. Merci, c'est vraiment chouette. On dirait que vous avez eu les questions en avance. Je rigole. Et donc justement, je me demandais, est-ce que c'est plutôt à la personne de s'adapter à l'entreprise? Est-ce qu'on peut changer nous, faire changer l'entreprise? Est-ce que vous êtes plutôt partisan de l'un, de l'autre, des deux? Anaïs. Ça, c'est une big question et franchement, sincèrement, j'ai pas une réponse affirmée parce que moi, je pense que j'ai un peu essayé les deux. Donc, aussi bien, tu vois, dans mon job quand j'étais avocat que en tant que juriste ou même avec mon frère, je crois qu'à un moment, j'ai toujours essayé d'exprimer ce qui me convenait pas et d'exprimer certaines choses que je trouvais anormales. Et enfin, je vais peut-être approfondir. Ici, comme juriste, en fait, j'avais deux mi-temps dans deux services différents et j'ai essayé de dénoncer le fait que pour moi, on ne faisait pas du travail de qualité quand on était répartis sur deux services. Et enfin, en gros, finalement, tu te retrouvais surchargé soit par l'un, soit par l'autre et il n'y avait pas d'équité entre les deux. Sur le moment, pour moi, c'était important, mais quelque part pour l'entreprise aussi. Et ça a été, je pense, un point d'achoppement qui n'a pas été compris à ce moment-là. Et puis, bah, les choses se font. Moi, je fais mon processus, je réfléchis pour moi. Et au final, l'entreprise ouvre un poste de juriste à temps plein. Donc, quelque part, je me dis, j'ai été entendue a posteriori. Moi, il n'y a pas de regret. Je suis très contente de pouvoir changer de carrière parce que j'en avais besoin. Mais au final, c'est bien. Celui qui arrivera après moi n'aura pas les mêmes problématiques que moi. Parfait, super. Je pense qu'il n'y a pas, l'idée, c'est pas d'avoir, il n'y a pas réponse juste, pas juste, mais d'avoir un peu votre vécu, votre impression sur cette question. Alain, qu'est-ce que, selon toi?
Ouais, je dirais, Dans je l'échange, partage les l'avis deux. d'Anaïs. Par contre, il y a aussi une chose qui me vient en tête maintenant, si je pense à la structure dans laquelle je travaille ce vendredi. 150 000 employés dans le monde, là, c'est impossible en tant qu'un employé de faire bouger les choses ou de faire avancer les choses. Là, c'est clairement, tu t'adaptes ou tu t'en vas. Ça, c'est une entreprise qui est dominante parce qu'elle est tellement grande. Donc, ça dépend aussi des structures dans lesquelles on travaille, je pense. Même si je trouve qu'on doit toujours essayer de se battre justement pour faire évoluer les choses, même si ce n'est que, par exemple, dans la structure dans laquelle je travaillais, il y a il y a une enquête du personnel qui se faisait tous les ans, à laquelle la direction, elle y tenait vraiment. C'est un moyen justement de faire passer son avis sur des questions peut-être pas tellement personnelles que son contrat, etc., mais sur des choses plus générales, des conditions de travail dans l'entreprise. Donc, même dans les gros navires, il y a moyen de faire avancer les choses, même Ouais. si ce sera beaucoup plus lent que dans d'autres structures. Donc, ça dépendra aussi de la structure. Ouais. Je pense que c'est important pour rebondir sur ce que tu dis, dans ces transitions, de pouvoir se poser la question. On parlait du regard tout à l'heure. Est-ce qu'on peut regarder les choses différemment pour voir si on retrouve du sens, si on retrouve de l'envie ou de la motivation ou quoi. Ensuite, de voir, bah voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire bouger, soit à l'intérieur de soi, soit dans notre équipe, dans l'entreprise et tout. Et Alain, c'est vrai que ce qui me vient aussi en t'écoutant, c'est tout l'intrapreneuriat, en fait. On voulait avoir quelqu'un qui pouvait un peu nous parler d'entrepreneuriat, puis on n'a pas vraiment réussi. Mais moi, j'ai une amie qui a vraiment qui est intrapreneur, ou en tout cas qu'il a été dans une grosse boîte. Et c'est hallucinant, en fait, l'impact qu'elle a réussi à avoir. Alors, je pense que c'est clairement, là, tu prends un poste de CEO. Pour moi, les personnes qui arrivent à vraiment faire bouger les choses comme ça en interne, il y a des personnes qui sont des leaders nés, qui arrivent en fait à voilà, bouger, à créer de l'émulation autour de leur projet. Et voilà, moi, j'ai vraiment été impressionnée par ce qu'elle a réussi à créer chez Procter Gamble, et où en fait on crée des postes en fait pour certaines personnes parce que l'entreprise voit la valeur de ce qui est possible d'apporter. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose pour insister, enfin voilà, pour insister sur cette question de pas trop s'acharner quand ça bouge pas, parce qu'après le but c'est pas non plus de s'épuiser, et en même temps de pouvoir croire en fait en cette capacité qu'on a, dans ce que tu disais Anaïs, en fait alors parfois ça arrive après qu'on soit parti, mais de pouvoir quand même faire bouger les choses à notre niveau dans les entreprises, surtout en ce moment, en fait. Je crois que les entreprises se rendent aussi compte. Je voulais vous poser un peu la question de voilà, du monde qui est en train ça bouge plus vite, on change plus de fois de métier, et peut-être quelles sont les qualités qui sont importantes selon vous, en fait, pour pouvoir rebondir et faire ces transitions professionnelles, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Même si on peut garder une carrière quand même encore pendant peut-être toute sa vie, on fait quand même de plus en plus face à des personnes qui ont plusieurs métiers les uns à la suite des autres. Qu'est-ce qui, de votre expérience et peut-être de ce que vous pouvez voir aussi à l'extérieur, qu'est-ce qui est important comme qualité, comme compétence pour pouvoir faire face en fait à ces multiples casquettes, multiples métiers qu'on va exercer au cours de notre carrière maintenant, quoi. Anaïs, qu'est-ce qui est important pour toi, selon toi? S'autoriser la différence, s'autoriser à bouger. C'est vraiment ce terme s'autoriser, se donner le droit. Je pense que c'est vraiment le plus important, en fait. Et que souvent, on a peur de le faire aussi parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on est installé dans une carrière, parce que quelque part, on a développé des compétences. Tu vois, 10 ans de journaliste ou 10 ans de droit, tu rentres dans des automatismes, il y a plein de choses qui deviennent faciles. Et à la fois, tu dois t'autoriser à être heureux et se dire on n'est pas là pour s'ennuyer au boulot, quoi. Enfin, c'est quand même la majeure partie finalement de nos journées. Et donc, s'autoriser à s'amuser, s'autoriser à prendre du plaisir et donc, du coup, s'autoriser à être hors des codes et on s'en fout, quoi. Mais franchement, c'est un processus. Donc, voilà. Autorisez-vous. Voilà, c'est un chouette message, merci.
Alain, qu'est-ce qui est important pour toi Je trouve que c'est un excellent mot-clé parce que même un des slogans RH d'Allianz, donc, et même The Home for Those Who Dare. Donc, c'est vraiment la maison, enfin, l'endroit pour ceux qui s'autorisent, justement, qui osent entreprendre, qui osent faire des choses. Donc, ça, je pense que c'est très important. Alors, au-delà aussi des qualités professionnelles, bien évidemment, qu'il faut avoir dans son domaine pour pouvoir exceller, je pense que ce qui est super important comme qualité aussi, c'est tout l'aspect relationnel. On a déjà beaucoup parlé tout à l'heure aussi. Et c'est aussi, quelque part, bon là je prêche pour ma boutique, entre guillemets, c'est l'aspect communicationnel qui est lié à tout ça aussi. Il faut savoir vendre ce qu'on fait. Ça, c'est important aussi, parce qu'on peut être le meilleur expert dans son domaine, mais si on n'arrive pas à vulgariser voilà, toute son expertise, ça va être bien plus compliqué que quelqu'un qui sait le faire. Oui, ça me parle bien et je vais ouvrir le chat, entre guillemets. Rappelez que vous pouvez nous poser vos questions si vous avez envie de poser des questions à Anaïs et à Alain. C'est vrai que la manière, dans des parcours de vie, en fait, où il y a plusieurs étapes, le fait de vraiment prendre le temps, et on a commencé la semaine avec l'autobiographie avec Marlène, le fait de prendre le temps de comprendre en fait notre propre histoire. Pourquoi est-ce qu'on a fait les choix? Pourquoi est-ce que les choix finalement font du sens à chaque instant? Et puis vraiment prendre le temps de s'arrêter, de regarder derrière soi et de se dire, OK, j'ai fait tel choix, telle étape, tel choix, tel là. Et comment est-ce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui? Et comment est-ce que ça peut vraiment faire une belle histoire à raconter pour les étapes suivantes? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important quand on fait une reconversion professionnelle, de prendre le temps de s'arrêter, de mettre un arrêt sur image et de se dire, ben voilà, en fait, en fonction de qui je suis, j'ai fait tel choix, ça m'a permis d'apprendre ça. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, Anaïs, tout à l'heure aussi, donc quelle est la vie que je veux me créer? Et ben en fait, voilà, j'ai eu des compétences de journaliste. Donc, quand je reviens dans l'entreprise en tant que CEO, ben, je sais ce que c'est d'être sur le terrain. Et en même temps, j'ai pris un poste de management. Donc, après, je sais, j'ai fait une reconversion où j'ai pu étudier la communication. Et donc, du coup, j'ai le côté propriété intellectuelle, mais en même temps, j'ai d'autres. Et en fait, de vraiment pouvoir prendre le temps de se raconter notre propre histoire pour pouvoir la raconter à d'autres après. En tant Tu que sais, moi, journaliste. il y a un truc aussi qui m'a aidé et ça, peut-être que, enfin, je le dépose là parce que ça peut peut-être aider d'autres. Moi, je me trouvais toujours dans un inconfort avec l'arrêt du barreau. Tu sais, souvent, je me disais, ah, je vais reprendre la toge, tant pis, comme s'il y avait un peu un truc d'inachevé, alors que à la fois, j'étais dégoûtée du droit et que je me disais tous les jours, mais le droit, tout le monde s'en fout, ça n'intéresse personne, ce que je fais sert à rien. Et chaque fois que je me relançais dans une étape de je vais recommencer dans le droit, j'avais un espèce de blocage. Et puis, j'ai lu, c'est une de mes collègues actuelles qui m'avait envoyé une bibliographie sur la reconversion professionnelle. Et j'ai lu un petit fascicule qui disait, vous savez, il faut passer par les étapes du deuil pour vraiment clôturer un premier métier et puis d'avoir une ouverture sur une réflexion et sur autre chose et de libérer de l'espace pour cette réflexion. Et ben ça, moi, ça m'a aidé de savoir ça et de me dire, OK, ce que je suis en train de traverser, en fait, c'est normal, ça me balance dans tous les sens, mais c'est normal et c'est OK. Et puis, on laisse passer et on va vers autre chose, quoi. Ouais, j'adore parce que du coup, j'ai eu 2 rendez-vous individuels aujourd'hui. Le premier, tu as fait l'allusion tout à l'heure et du coup, je fais le lien. Et c'est une des choses dont on a parlé tout à l'heure, en lien aussi avec le burn-out, le fait de faire la paix avec là où on en est, là où on est, le fait de s'autoriser à être en arrêt, de s'autoriser à être au chômage, de s'autoriser à tourner une page. C'est très important pour pouvoir faire la suite. C'est pas forcément toujours simple. Non. Et justement, du coup, pour rebondir sur ton parcours, Alain, ça permet de clôturer un chapitre et potentiellement de le réouvrir après, mais dans des bonnes conditions. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure en bon terme. C'est encore mieux exprimé en disant il faut faire le deuil voilà, pour ne pas avoir des regrets justement ou des remords après en se disant non, non, c'est qu'on l'a fait en voilà, toute conscience, en pleine conscience et c'est bien. Et c'est vrai que ça peut prendre, même parfois ça prend plusieurs années, donc c'est pas un processus qui se fait en 2 claquements de doigts et bon, parfois ça peut aller très vite et ça peut se faire en 3 jours, mais
si vraiment c'était ton rêve d'enfance de devenir avocat et que voilà, à un moment donné, tu décides de faire tout à fait autre chose, ben oui, ça peut prendre plusieurs années justement de refermer ce livre. Clairement. Ouais. Super. Je vois, il y a une question qui a été posée aussi par Katia, qui était pas toujours possible de tout quitter financièrement, ça c'est sûr. Un compromis de rester dans son job actuel, mais avec un projet vers ce qu'on veut faire pourrait être intéressant. Et même si on n'a plus la flamme d'aller à son boulot actuel, de continuer à rester. Donc, en fait, il y a un peu cette transition, et on en parlait tout à l'heure. On n'est pas obligé de tout lâcher directement pour pouvoir changer de voie. On peut faire aussi quelque chose qui soit plus progressif. Et donc là, bah, c'est vrai que vous êtes des bons exemples aussi, parce que du coup, Anaïs, toi, en te reformant, ça t'a permis de faire ta transition. Tu n'as pas eu à lâcher ton boulot. Tu as pu te reformer dans le cadre de ton boulot et de changer en fait de département. Alain, c'est un peu différent parce que finalement, j'ai l'impression que ça s'est quand même pas mal enchaîné Oui, au niveau mais des bon, tout ce différents postes. processus de réflexion, on peut le faire en parallèle déjà en étant encore dans son ancien job et puis de réfléchir à son avenir en parallèle, en Oui, soirée, pendant les week-ends oui. et autres. Dans les pauses. Non, et c'est Oui, vrai qu'une des choses qui m'est venue, moi, du coup, pour être passée par le burn-out et la transition aussi professionnelle, c'est on ne se rend pas nécessairement compte de l'impact que ça a de rester dans un job qui ne nous convient pas. Et moi, j'ai vraiment, a posteriori, je me suis dit, j'ai poussé, tiré parce que je me suis dit, change de lunettes, de trucs et tout, peut-être que tu vas réussir à retrouver du sens et tout. Et je l'ai fait pendant vraiment plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que quand on se vide de son énergie, potentiellement se re-remplir après, c'est C'est pas, compliqué. voilà, ça prend du temps. Et donc vraiment, quelque chose dans la transition professionnelle qui est pour moi important en fait à considérer, c'est de se dire où est-ce que j'en suis dans l'énergie que ça me donne versus l'énergie que ça me prend, et de considérer que voilà, on a un certain réservoir et que quand on reste trop longtemps dans quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est ouais. pas directement en changeant qu'on va se recharger, voilà. Mais là, je rejoins encore une deuxième fois Anaïs avec son s'autoriser, mais là, c'est aller encore un tout petit peu plus loin et parfois, il faut aussi oser, justement, c'est ça ouais. Et c'est vrai que ça peut faire peur ou ouais, c'est comme je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que maintenant je commencerai à remettre en question les fondements de ma vie, etc. Mais parfois il faut oser pour avancer. Puis il Enfin, y je a pense qu'il quelque faut chose toujours oser pour avancer. Il y a quelque chose, Camille, que tu as dit et qui est super important juste avant. Tu as dit il faut aussi parfois s'autoriser à s'arrêter. Ouais. Et moi, perso, c'est un truc que je sais pas faire. En tout cas, je l'ai pas fait. Je me suis surchargée plus. Enfin, je dis, je continuais mon temps plein de juriste. Je suivais une formation pendant 6 semaines, pendant 20 heures par semaine, plus des travaux de groupe, etc. Je suis sortie de là, j'étais vraiment KO. Heureusement, ça m'a permis d'avoir ce tremplin et de le faire sans pause. Mais sincèrement, je pense que c'est aussi bien et parfois mieux de se dire, OK, je m'arrête, je fais un break, je me repose et je prends le temps de me poser les bonnes questions et j'ouvre l'espace pour me poser les bonnes Ouais. questions. Mais ça, je trouve, c'est absolument correct. L'autoréflexion et la réflexion, etc., c'est super important. Mais la plupart du temps, on est tellement pris dans toutes les tâches qu'on fait que justement, on ne s'autorise pas à cette période ou ces moments très essentiels de la réflexion, de l'autoréflexion, Mhm. absolument correct. Ouais, et puis cette projection en fait de peur financière qui revient Ouais. constamment, parce que moi, ça a été aussi quelque chose qui m'a dit oui, mais voilà. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'à partir du moment où on est en burn-out, on perd le contrôle sur combien de temps après on sera OK en fait pour retravailler. Et donc parfois, il vaut mieux s'arrêter pendant quelques mois pour faire une réflexion, peut-être reprendre une formation qui t'a gagné moins pendant un temps peut-être un peu plus défini, que parfois ouvrir la porte du burn-out et de se retrouver en fait avec des périodes qui peuvent être beaucoup plus longues parce que on a tiré trop sur la corde et que l'élastique, en fait, il est un petit peu, il est Ouais. mou. Et d'ailleurs, dans ma langue maternelle, en allemand, il y a une expression qui dit ça. Parfois, il faut mieux une fin brutale qu'une espèce de brutalité sans fin qui continue tout le temps. Et, ouais. Ouais. Donc, parfois, il vaut mieux voilà, arrêter les frais, même si c'est très dur et qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais parfois, ça peut être mieux ouais, que d'être dans une situation d'inconfort qui dure et perdure. Ouais.
Ouais, ouais. Ouais, c'est une vaste question. Je vais partager du coup le lien vers le programme pour que les personnes qui étaient avec nous en live et celles qui nous regardent en replay puissent éventuellement vous contacter. Euh, un petit mot pour la fin, Anaïs. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous regardent et qui sont justement dans cette phase de transition? Alors, on a s'autoriser, oser. On peut rester là-dessus. Je pense que c'est un bon message. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Peut-être dire un truc que j'ai appris grâce à la parentalité, mais ça s'applique à tout dans la vie. Tout est temporaire. Et donc, il y a toujours un mieux après. C'est temporaire. C'est un truc qui permet de tenir aussi dans les moments compliqués. C'est temporaire. Il ou elle finira bien par dormir ou quelque chose comme ça. Ou la solution arrivera, ou il y a un moment, un job qui va se pointer et Ouais. pour lequel on trouvera que j'ai des compétences suffisantes. L'inconfort est temporaire. Au final, enfin voilà, c'est les vagues de la vie et voilà. Super, merci beaucoup. Alain, un petit mot pour Ouais, la mais moi fin? je dirais aussi, c'est oser, puis c'est la confiance en soi. Il faut croire en soi, il faut y aller, aller de l'avant. Même si a posteriori la décision était une mauvaise décision, ben, elle aura de toute façon été mieux que pas de décision. Donc voilà, il faut y aller, il faut foncer. Super, bah, merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous pour cette troisième table ronde de la journée. Toujours hyper riche de découvrir les parcours et de voir comment est-ce qu'on peut faire des grands changements de vie et continuer en fait à être épanoui au quotidien ou à, voilà, à remettre les choses en question et à créer des vies professionnelles qui nous satisfassent, qui nous épanouissent. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aussi. Donc, j'ai posté le lien pour pouvoir vous retrouver. La conférence sera disponible en replay pendant 48 heures sur la chaîne YouTube de Job & Sense et dans le Pack Plus aussi, si vous avez envie de soutenir le projet. Merci beaucoup Anaïs, merci beaucoup Alain. Merci Camille. Belle fin de Merci beaucoup. journée à vous deux et à tout bientôt. Et à demain, du coup, pour la troisième journée du Salon de la transition professionnelle. On se retrouve pour passer à l'action dans un projet collectif à impact positif. Plutôt chouette. Belle fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Vraiment, au revoir.